Chez moi, non, Alors, effectivement, je suis là pour parler alors de la Sécu. Alors souvent, il y a une méprise sur la sécurité sociale. C'est-à-dire que quand on dit Sécu, on va parler Sécu. Les gens imaginent tout de suite carte vitale, médecin libéral, hôpital, médicaments, accessoirement moins prévention et santé publique. Alors que la Sécu, c'est quand même, je le rappelle, beaucoup plus vaste que ça. Hein. C'est la santé, l'assurance maladie, ça n'est qu'une branche, une des 4 branches de la sécurité sociale. Donc je reprécise toujours, parce que parfois même les journalistes l'ignorent. C'est-à-dire qu'il y a la branche maladie, il y a la branche vieillesse, la branche famille, la branche accident du travail, maladie professionnelle. Donc ces 4 branches, par exemple l'assurance chômage ne fait pas partie de la sécurité sociale puisqu'elle a été créée en 1958. Donc elle fait partie de la protection sociale qui est un ensemble encore plus large que la sécurité sociale puisque ça comporte aussi l'assurance chômage mais aussi les minima sociaux. Bon, je ne vais pas vous faire un cours embêtant là-dessus. Ceci pour dire que souvent quand on parle sécurité sociale, on imagine quelque chose d'un peu compliqué. C'est quelque chose qui souvent est traité de manière très technique, hormis cette extraordinaire émission de vulgarisation qu'est C'est dans l'air sur France 5, où tout devient simple, hein, puisque effectivement il faut juste avoir le courage politique de mener les réformes qui sont nécessaires et que nos voisins ont faites. Voilà. Hein, comme ça, c'est plus la peine de regarder C'est dans l'air, c'est la phrase transversale à l'émission. Bon, voilà, donc eux, ils simplifient beaucoup, et des fois, peut-être trop, hein, bon, toujours du même côté d'ailleurs. Bon. Mais en fait, finalement, la sécurité sociale, alors dans sa branche maladie, c'est finalement quelques principes assez simples. Hein. C'est d'abord un principe d'universalité, c'est-à-dire que tout le monde doit avoir accès au même système, c'est-à-dire c'est le refus, par exemple, d'un système de soins ou de santé, je vais y revenir, à 2 vitesses. Donc universalité, un système pour tout le monde, donc pas de passe-droit, par exemple, pas de secteur privé à l'hôpital, des choses comme ça. Bon, voilà. C'est ensuite un deuxième principe clé, alors là, c'est vraiment le principe, je dirais, chimiquement pur de la sécurité sociale, c'est le principe de solidarité qui se décline en 2 branches. C'est-à-dire que la sécurité sociale instaure d'abord une solidarité entre les riches et les pauvres, d'accord, d'où l'expression qu'on le retient, hein, je vous renvoie au film La Sociale, je vais revenir de Gilles Perret, chacun paie selon ses moyens et reçoit selon ses besoins. Donc la carte vitale n'est pas la carte bleue, comme aux États-Unis. Et puis, deuxième branche de la solidarité, entre malades et bien portants. Alors très important, hein, c'est-à-dire qu'effectivement, les bien portants financent les soins des malades. C'est-à-dire qu'à chaque fois que, par exemple, vous faites payer les malades par des franchises hospitalières, des franchises chez le médecin de ville, enfin, etc., vous contrevenez à ce principe de solidarité où ce sont les bien portants qui paient pour les malades, étant entendu que même dans le système de santé, alors avant, on pouvait dire que c'était les États-Unis, mais même dans un système de santé très privé comme aux États-Unis, plus de 50% des dépenses de santé sont publiques. Pour une raison simple, c'est que la dépense de santé est concentrée sur quelques têtes. D'accord ? En France, en gros, 10% des assurés sociaux consomment 75% de la dépense de santé. D'accord ? Ça veut dire que si ces gens devaient payer eux-mêmes leurs soins, tout leur patrimoine, tous leurs revenus n'y suffiraient pas. Et donc si je dis ça, c'est parce que, souvent, il y en a, une fois, j'étais tombé sur quelqu'un qui est souvent invité dans C'est dans l'air. Je parle souvent de C'est dans l'air parce que c'est vraiment une émission que je ne peux pas piffrer. Donc ça me fait du bien en plus. C'est un côté cathartique chez moi. Et donc il s'appelle Jean-Marc Daniel, puis je sais pas, j'étais à France Inter avec lui.
un jour, et puis il me dit, mais ça serait quand même beaucoup plus simple de supprimer la sécurité sociale. Le mec est polytechnicien, je crois, économiste. Le mec dit, ou prof d'éco à Polytechnique, donc le type me dit, donc cet économiste à gage, me dit que, en fait, ça serait beaucoup plus simple de supprimer la sécurité sociale, et puis que chacun s'assure de son côté. Donc manifestement, il n'avait pas encore compris le principe de la sécurité sociale, et notamment cette donnée incontournable qui est le fait que la dépense de santé est concentrée sur quelques têtes. Évidemment, les gens qui sont très malades, et notamment les malades chroniques, je vais y revenir, eux ne peuvent, évidemment, n'ont pas les moyens, ne trouveraient jamais à s'assurer sur un marché de l'assurance maladie privée. Qui va assurer un diabétique? Quelqu'un qui souffre d'un cancer, qui a l'infection VIH, par exemple. Je ne prends que cet exemple-là. Donc aux États-Unis, plus de 50% de la dépense est publique. Pourquoi? Parce que le marché de l'assurance maladie privée se réserve les bons risques. C'est-à-dire les actifs bien portants, qui ne coûtent pas trop cher. Par contre, on ristourne au pouvoir public, notamment à Medicare, les soins des personnes âgées et handicapées. Alors Medicare, c'est un système fédéral public. Et puis les plus pauvres aussi, on les refile aux États fédérés. Là, pour le coup, c'est Medicaid. D'accord? Et puis les vétérans de l'armée, ils ont leur propre système qui est aussi entièrement public. Donc si vous voulez, dans la santé, c'est toujours la même chose. Aucun assureur, même Denis Kessler, ne demanderait de privatiser, à l'inverse de Jean-Marc Daniel, qui est un génie qui a tout compris, complètement la sécurité sociale, tout simplement parce qu'un assureur ne voudra jamais des plus vieux, des plus malades, des pauvres. Voilà. Notamment. Bien. Donc, effectivement, il s'agit toujours d'un partage de marché entre des patients et des malades rentables d'un côté, qui iraient au marché. Je reviendrai sur le rôle des complémentaires santé en France. Et puis, les plus malades, on les ristourne au système public. Ça fonctionne toujours comme ça s'appelle l'écrémage des risques. C'est un joli notion, hein, l'écrémage. Bon. Alors voilà. Donc la solidarité, après l'universalité, et puis enfin, troisième principe de la sécurité sociale, qu'on a tendance à oublier, mais qu'il faut rappeler, c'est le principe de démocratie, et notamment de démocratie sociale. Alors je rappelle que la démocratie sociale est à ne pas confondre avec le paritarisme. Parce que souvent les gens disent qu'il faudrait revenir au paritarisme. Alors, vous savez qu'en 1945, on a décidé de faire gérer les caisses par les financeurs, c'est-à-dire les salariés d'une part et le patronat d'autre part, mais qu'il y avait une très large, alors on sortait de la guerre, la collaboration, tout ça c'est connu, mais qu'il y avait une très large représentation des syndicats de salariés, 3/4 des sièges dans les conseils d'administration des caisses, et 1/4 pour le patronat, qui avait, effectivement, c'était un peu discrédité, c'était discrédité dans la collaboration pendant la guerre. Ce qui veut dire que c'est très différent, la démocratie sociale, du paritarisme, parce que le paritarisme, c'est une revanche du patronat. Il ne faut jamais l'oublier. Par exemple, quand en 1958, on crée l'assurance chômage, on l'a dit paritaire. Vous voyez, quand on commence à créer les régimes complémentaires de retraite, on les fait paritaires. Ça veut dire que dès les années 50, le patronat reprend l'offensive et en quelque sorte encercle la démocratie sociale de la sécurité sociale pour ensuite la remettre en cause en son cœur, puisqu'on reviendra à un paritarisme strict dans les caisses de sécurité sociale elles-mêmes. Donc il faut jamais. Donc il y a toujours là aussi ambiguïté. Le paritarisme n'est pas à défendre, hein, c'est une revendication patronale, tout simplement, hein, je le rappelle, c'est une revendication patronale pour une raison simple, c'est que le patronat est relativement unifié et que les syndicats sont divisés, donc ça permet, si vous faites 50% des sièges pour les salariés et 50% des sièges pour le patronat, ça permet au patronat de choisir le syndicat qui sera le plus collaborateur, hein, je prends ce mot au hasard. Bon, ce fut jadis, c'est faux. Hein, et puis maintenant, c'est la CFDT, qui à mon avis n'est pas près d'être détrônée dans sa propension à signer des accords, on va dire ça, avec le patronat. Bon, voilà. Donc c'est ça la sécurité sociale, hein, ces trois principes, l'universalité, la solidarité, la démocratie sociale. Bien. Alors, toute la question est, j'aimerais le dire déjà tout de suite, mais j'y reviens un peu en conclusion,
Et j'avais dit à Gilles Perret, quand il avait fait la sociale, il y a toujours une certaine nostalgie. En fait, quand vous êtes quarantenaire comme moi, c'est un peu gênant quand on parle de la sécurité sociale, parce que il y a toujours « Ah, c'était mieux avant ». Bon. C'est-à-dire, on repeint 45 en âge d'or, d'accord? Et il faudrait y revenir. C'est-à-dire, on a été chassé, on était au paradis social, d'accord? On a été chassé, hein, je sais pas, parce qu'il y en a qui fraudent aux prestations sociales, certainement. Et donc, on erre là sur Terre, avant de retourner peut-être au paradis social perdu. Donc il y a ça, la nostalgie qui me laisse un peu perplexe. Et puis alors il y a le côté, je vous le dis tout de suite, qui m'agace, c'est résistance. C'est-à-dire, c'est pour moi résistance, alors je ne dis pas que c'est pas bien résistance, hein, mais c'est bien la résistance, mais quand est-ce qu'on reprend l'offensive en fait? Ce sera l'objet de ma conclusion. Parce que, d'abord depuis qu'on résiste, on se fait enfoncer, donc il va peut-être falloir changer de stratégie. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Et alors, je dis que quand on a créé la sécurité sociale, on verra, hein, c'était dans un tout autre contexte. Alors, c'était effectivement, c'est une avancée énorme, hein, mais c'est une avancée qui avait ses faiblesses. Qui avait ses faiblesses, sur lesquelles je reviendrai. Et notamment, elle a fait il y a eu deux faiblesses notoires, parce que même ceux qui ont fait la sécurité sociale, dans une période exceptionnelle, l'après-guerre, juste après la Seconde Guerre mondiale, dans une France détruite, eh bien, les créateurs de la sécurité sociale, Ambroise Croizat et Pierre Laroque, ont dû faire des concessions à certaines des forces sociales et politiques qui, depuis le début du XXe siècle, s'opposaient à l'avènement, justement, de la sécurité sociale. Et je pense notamment à deux concessions particulièrement dommageables. C'est premièrement une concession à la mutualité française, c'est-à-dire que, en quelque sorte, la création du ticket modérateur, je ne sais pas si vous connaissez cette expression, c'est-à-dire, en gros, ce qui reste à la charge des assurés sociaux, du reste à charge, une fois que la sécurité sociale est passée, on a dit on va réserver 20%. On va faire un ticket modérateur de 20%. Alors, moi, ça m'a toujours fait rire, cette histoire de ticket modérateur, parce que c'est vraiment typiquement l'utilisation d'un argument économique faux pour justifier une compromission politique. Ça arrive souvent, ça, surtout actuellement. Bon. Alors, pourquoi? Parce qu'un ticket modérateur de 20% qui est réassuré derrière par une mutuelle, ça ne sert à rien. Ça ne modère rien. Et tout ça, en plus, repose sur une idée fausse, qui est que quand c'est gratuit, les gens abusent. Or, on sait très bien que c'est faux aussi. En matière de santé, les gens, à part quelques névrosés, hypochondriaques, personne ne va chez le médecin par plaisir. Donc ce ticket modérateur, en fait, n'est jamais que l'habillage économique, par la science économique, guillemets à science, d'un compromis politique, c'est-à-dire que la mutualité est une force qui a combattu la sécurité sociale pendant toute la première moitié du XXe siècle. C'est-à-dire, tous les projets d'assurance sociale obligatoire ont été combattus par la mutualité, et en 1945, la mutualité, évidemment, se dit, qu'est-ce qu'on va devenir, nous, hein? Alors, je ne les aime pas, les mutualistes, alors comme ça, je vous le dis tout de suite, donc je vous dis tout de suite ceux que j'aime pas, comme ça, vous sentez les sentir. Je ne les aime pas du tout, surtout ce qu'ils sont devenus. Donc, et donc, en 1945, la mutualité a réussi à faire accepter l'idée qu'elle se gardait 20% du marché. Voilà. Concession, j'y reviendrai, terrible avec le recul, parce qu'aujourd'hui, elle ne se contente plus de ces 20%, elle commence, pour les soins courants, à s'étendre, et leur part de marché, si j'ose dire, s'est étendue à 50%. Donc, le coin était déjà enfoncé dans un des principes. Bon. Premier point, je vais y revenir. Et puis, deuxième concession qu'il n'aurait pas fallu faire, et qu'on aurait pu éviter de faire, hein, que certains pays n'ont pas fait, comme l'Angleterre, c'est la concession à la médecine libérale. C'est-à-dire que
la sécurité sociale a été instaurée, mais en contrepartie, on a garanti les sacro-saintes libertés médicales dont on n'a pas fini de payer les conséquences. Je pense à la liberté d'installation, qui aujourd'hui explique la persistance, voire l'aggravation des déséquilibres territoriaux en matière d'offre de soins ambulatoires, je vais y revenir. Mais aussi, par exemple, de plus en plus, un des principes de la médecine libérale, c'est la libre entente. Alors qu'est-ce que c'est que la libre entente? La libre entente, c'est la liberté pour le médecin de fixer ses honoraires à la gueule du client. Bon. Alors, le paradoxe d'ailleurs de la médecine libérale, c'est que la médecine n'a jamais autant prospéré qu'avec la sécurité sociale qu'elle a toujours combattue. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la reconnaissance du ventre. C'est-à-dire que l'âge d'or de la médecine, et notamment de la médecine libérale, c'est après la création de la sécurité sociale. Vous voyez, donc deux concessions sur lesquelles je vais revenir, mais qui n'étaient pas opportunes. C'est des choix politiques qui ont été faits. On aurait pu très bien fonctionnariser tous les médecins. Bon. Surtout dans le climat de l'après-guerre. Nationalisation, etc. Bon, il fut décidé ça. Et puis, troisième chose, troisième imperfection notoire, c'est que notre système est un système, historiquement, d'assurance maladie. Et non pas un système de santé. C'est-à-dire que, qu'est-ce que fait la sécurité sociale originellement? D'ailleurs, en 1945, il y a très peu de médicaments. C'est-à-dire que, en fait, notre système est conçu pour socialiser la dépense de soins médicaux et paramédicaux. Or, le soin n'est pas la santé. Je dirais même, et ça c'est des choses que les gens souvent ignorent, mais en gros il y a des études épidémiologiques qui ont montré que la médecine n'a contribué que pour 20% à l'augmentation de l'espérance de vie. 20%. Le reste étant l'amélioration des conditions d'hygiène, de logement, les réseaux d'assainissement, enfin tout le mouvement hygiéniste du 19e siècle. Alors je ne dis pas que la médecine c'est pas bien, enfin, je veux dire, mais on a tendance à survaloriser ou à surpondérer le rôle de la médecine dans l'amélioration de l'espérance de vie. C'est-à-dire, il faut méditer toutes les implications politiques de ça. C'est-à-dire, quand vous avez 1 euro d'argent public, comment vous l'utilisez pour maximiser, je fais un raisonnement d'économiste, pour maximiser l'impact en termes d'amélioration de l'état de santé de la population et de réduction des inégalités devant la maladie et la mort. C'est quand même un peu ça le but d'un système de santé. Est-ce que vous le donnez pour acheter le dernier robot chirurgical qui ne sert à rien? Ou est-ce que vous le mettez dans le logement social? Alors, la conclusion est très vite faite. Il faut la mettre dans le logement social. Ce que je veux dire par là, c'est que en fait, en un sens, la santé, ça ne peut pas être une politique de santé sectorielle. Toutes les politiques publiques, éducatives, de logement, économiques et sociales, toutes les politiques publiques participent peu ou prou à la santé, à son amélioration ou à la dégradation. On va le voir avec le cas grec. Parce que le cas grec, c'est le double effet qui se coule. C'est à la fois une crise économique majeure, renforcée par une austérité dans le système de santé. Donc, vous voyez que, en fait, en un sens, la santé, la politique de santé, elle est dissoute, si j'ose dire, ou elle devrait l'être dans toutes les politiques dans toutes les politiques publiques. Alors, les gens commencent à en prendre conscience, mais c'est assez récent avec les enjeux de santé environnementale, par exemple. C'est-à-dire que la montée en puissance de la préoccupation écologique, de la pollution, alors ici en Bretagne, glyphosate, etc. Bon, on commence à prendre conscience que finalement, ça ne sert à rien de déverser des milliards supplémentaires dans le système de soins si par ailleurs on laisse se dégrader les autres facteurs de la santé. Bon. Donc il faut avoir toujours ça en tête, me semble-t-il. Les soins ne sont pas la santé, le système de soins n'est pas le système de santé. Or, en 1945, à l'époque, on a surtout construit un système de soins
financé par des ressources publiques. C'est-à-dire qu'en gros, c'est un système. Notre système, il est surtout fait pour rembourser des feuilles maladie. Voilà. Bon. Et donc c'est pour ça aussi, et j'y reviendrai, c'est pour ça aussi qu'il ne faut pas... j'avais dit un coup à Mélenchon, je lui avais dit, la restauration en matière de santé n'est pas une politique. Ne peut être une politique. C'est-à-dire revenir à 45 n'aurait pas de sens. Voilà. Alors non pas... Alors attention à ce que je vous dis, il faut garder les principes de 45, avec lesquels il ne faut pas transiger. D'accord ? Principe d'universalité, principe de solidarité, principe de démocratie, c'est notre boussole axiologique, pour parler de manière savante, en termes de valeurs, qui doit orienter toute proposition progressiste en matière de santé. Par contre, me semble-t-il, il faut actualiser ces principes, il faut les actualiser, et c'est quand même plus stimulant intellectuellement et politiquement, j'espère, de réfléchir à comment aujourd'hui on peut préserver ces principes en imaginant d'autres formes d'organisation de l'offre de soins, un autre équilibre entre la santé publique et les soins, ou la prévention et les soins, j'y reviendrai, etc. Donc en quelque sorte, en un sens, notre système est à réinventer, sauf le cœur du réacteur, qui est en fait les trois principes que j'évoquais en introduction. Alors, si on regarde ce qui se passe depuis 2011, avant d'en arriver à la tragédie grecque, on peut dire qu'un système de santé égalitaire et solidaire, on disait ça en 2011, on avait écrit ça en 2011, pour être didactique, on se disait finalement c'est quatre piliers dans un service, dans un système de santé égalitaire et solidaire. D'abord, le service public de l'assurance maladie. C'est tout ce qui concerne le financement. Alors, qu'est-ce qui s'est passé du point de vue du financement? Alors là, c'est très simple. C'est une augmentation du reste à charge. D'accord? C'est-à-dire ce qui reste à la charge des patients et des assurés sociaux et de leurs complémentaires santé une fois que la sécurité sociale est passée pour rembourser les soins. Et donc l'augmentation de ce reste à charge, dont je vais revenir sur les causes, participe de la privatisation rampante du financement de la santé en France. Et quand je dis privatisation rampante, c'est deux choses. C'est l'appel à deux modes de financement de plus en plus fréquents. D'une part, le financement par les complémentaires santé, dont les mutuelles, et le financement par les malades eux-mêmes. D'accord ? Forfait hospitalier, franchise, etc. Bon, qui sont des financements privés. Alors le pire de tout, c'est quand même le financement par les malades eux-mêmes. Parce que, je vous l'ai dit, ça contrevient à ce principe essentiel de la sécurité sociale, qu'est la solidarité entre les malades et les bien portants. Mais je vais quand même m'attarder sur les mutuelles, parce que je les aime bien. Voilà, en plus, c'est filmé, donc ça leur donnera une raison de plus de me détester s'ils en avaient besoin. Il faut savoir que d'abord, il ne faut plus se laisser abuser par le terme mutuelle. D'accord ? La mutualité est devenue le faux-nez du déploiement de la logique assurantielle dans le système de santé. Voilà. C'est-à-dire aujourd'hui, les règles qui régissent le fonctionnement d'harmonie mutuelle, je prends ça au pif, et les règles qui régissent un assureur, franchement, il n'y a plus beaucoup d'écart entre les deux. Alors, c'est d'ailleurs particulièrement hypocrite, parce que l'assureur, comme AXA par exemple, ne se déguise pas derrière des beaux principes. Par contre, les mutuelles, elles ont tendance à se déguiser derrière des beaux principes. Vous voyez ? La solidarité, la démocratie, un homme, une voix, blabla, etc. Bon. Alors ces principes ont historiquement, effectivement, été à la base de la mutualité. Moi, j'ai beaucoup de respect, parce que la mutualité, finalement, ça a été les prémices de la sécurité sociale. Enfin, par exemple, les mutuelles ouvrières. Bon. Mais aujourd'hui, je veux dire, entre la petite mutuelle ouvrière des pêcheurs du port de Cassis, je dis ça par hasard, hein, il y en a qui résistent, et puis
les mastodontes qui sont en train de se former et qui, aujourd'hui, préfèrent, je ne citerai personne, fermer le centre dépistage du sein à Paris, du cancer du sein à Paris, pour ouvrir, pour gagner des parts de marché en Chine, c'est une mutuelle qui le fait. C'est un grand groupe mutualiste qui le fait. Bon. Alors, je serai intransigeant sur ce point, et de toute façon, ils ne répondent jamais à ça, puisque toutes les études en économie de la santé le montrent. Il y a quelque chose qui n'est pas discutable. Le marché de la complémentaire santé est intrinsèquement inégalitaire, quoi que vous fassiez, inefficient, il coûte très cher, et a un impact délétère sur la santé publique. Donc, il n'y a aucune raison, je pourrais vous expliquer, on pourra venir dans les questions, mais en tout cas, il n'y a aucune raison de fond de garder ce marché que je qualifie de parasitaire. Parasitaire. Donc, le 100% sécu, on pourrait y revenir, est totalement faisable. Je l'ai proposé jadis dans un autre cas. On peut le faire. Bon. Et donc, ensuite, le financement par les malades eux-mêmes. Donc, une sorte de détricotage à bas bruit de la sécurité sociale, avec un autre problème au sujet, c'est la banalisation des pratiques de dépassement d'honoraires, qui, dans certaines spécialités libérales, deviennent proprement scandaleuses. Alors là encore, il y a un autre principe qu'il faut rappeler. Il ne peut exister de sécurité sociale sans une discipline tarifaire des médecins. Autrement dit, la liberté de fixer le montant de ces honoraires par les médecins est antinomique, par construction, d'un système de santé égalitaire et solidaire. Or, à quoi on assiste depuis des années? On assiste à la banalisation de cette pratique de dépassement d'honoraires. Bon. Donc, un détricotage de ce service public de l'assurance maladie qui est le premier pilier d'un système, d'un service public de la santé. Ensuite, le service public de la médecine de proximité, moi j'aurais plutôt tendance d'ailleurs à l'appeler le service public de la santé de proximité. Alors là, soyons clairs, c'est historiquement le point faible du système de santé français. C'est le point faible pour une raison simple, c'est la domination historique de la médecine libérale française. Liberté d'installation, liberté de prescription, paiement à l'acte, libre entente, secret médical, on peut discuter, mais enfin, ce sont ces principes de la médecine libérale qui ont fait obstacle à la mise en place, je dirais, d'un service public de la santé de proximité. Pour faire court, le modèle qui a dominé pendant très longtemps, mais ça change, heureusement, d'ailleurs pour le coup dans le bon sens, c'est le médecin homme qui exerce en individuel, dans son cabinet, avec sa femme secrétaire. Bon. Qui s'installe où il veut. Alors comme j'ai tendance à le dire, les médecins sont à la fois héliotropes et gérontophiles, c'est-à-dire qu'ils aiment le soleil et les vieux, et les grandes agglomérations. Effectivement, cette liberté d'installation aboutit. Et là encore, on a découvert les déserts médicaux. Franchement, on a découvert les déserts médicaux au tournant des années 2000, parce qu'au début, avant, les médecins criaient à la pléthore. Il y avait trop de médecins, et puis d'un coup, il n'y en a plus eu assez. Bon. C'est pas qu'il y en a trop ou pas assez, c'est qu'ils sont très mal répartis sur le territoire, et que ces inégalités de répartition sur le territoire sont tout sauf nouvelles, elles sont historiques. Il y a un magnifique bouquin que j'ai là de Emmanuel Vigneron qui montre la formidable résilience des inégalités territoriales en matière de médecine libérale, de premier recours, depuis le début du XXe siècle. Bon. Alors là, j'en profite pour dire aussi que le fait de relever le numerus clausus ne servira, pour lutter contre ces inégalités, ne servira à rien. Ne servira à rien, et on en a un exemple hier dans le journal. Je vais dire dans le journal, je disais ça, je ne sais plus, dans l'IB. Il y a une étude de l'adresse qui vient de paraître, hier ou avant-hier, sur les sages-femmes. Eh bien, malgré l'augmentation très forte des effectifs de sages-femmes en France, vous avez encore, de mémoire, 1,6 million de femmes qui n'ont pas accès
à une sage-femme, dans à peu près, je crois, 18 000 communes, souvent rurales, d'accord, alors même qu'on a fermé les médecines, les petites maternités. Je reviendrai sur ce point. Pas pour les petites maternités, mais sur le fameux virage ambulatoire. Donc ça prouve que si vous relevez, je ne sais pas si vous savez ce que c'est que le numerus clausus, mais c'est le nombre d'étudiants en médecine de première année autorisés à passer en seconde année. Bon, en gros, qui fait de la médecine un concours. Bon. Eh bien, en fait, ça ne changera rien si vous ne remettez pas en cause la liberté d'installation. Ils iront juste s'installer là où il y en a déjà beaucoup. Voilà. Donc, l'annonce par le président de la République de « on va relever le numerus clausus et on va mettre en place des mesures incitatives », c'est peanuts. Ça ne sert à rien. Voilà. Alors, il y a des évolutions, et Patrick Dubray qui est dans la salle, si vous voulez, mais on se voit souvent, oui. Il parlera des centres de santé demain, mais heureusement qu'il y a des dynamiques socio-professionnelles et socio-culturelles qui poussent en fait plutôt dans le bon sens actuellement, c'est-à-dire que les médecins qui sortent en ce moment des facs de médecine, les jeunes médecins, ne veulent plus exercer comme à la papa, si j'ose dire. Donc ils veulent un meilleur... D'abord, plus de 50% des médecins qui sortent des facs de médecine sont des femmes, désormais. Les cadres supérieurs, souvent. Et veulent, femmes comme hommes, un meilleur équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Et donc, spontanément, le cabinet individuel, où on bosse 6 jours sur 7, et on fait le staccanoviste de l'acte, ça les intéresse moyen. Et donc, ils préfèrent aller vers des maisons pluriprofessionnelles de santé, ou vers des centres de santé. Moi, les centres de santé ont ma préférence, mais pour des raisons certainement idéologiques. Voilà. Bon. Donc, heureusement, parce que si la politique du gouvernement n'a fait que finalement accompagner, je dirais, les dérives de la médecine libérale, hein, notamment en matière de liberté d'installation et de banalisation des dépassements d'honoraires. Alors ensuite, troisième pilier d'un service public de santé, après le service public de l'assurance maladie, le service public de la médecine de proximité, le service public hospitalier. Alors là, pas la peine de vous faire un dessin. Hein. Je vais sortir en mars avec Pierre-André Juvin et Fanny Vincent à la collection Raison d'agir de Bourdieu, la casse du siècle, car nous sommes en train d'assister à la casse du siècle. Voilà. Donc, on pourrait revenir, mais finalement, détricotage du service public hospitalier. Alors même 2009 avait même supprimé la notion de service public hospitalier. Comme ça, c'était tranquille. Bon. La réforme dite Bachelot, hôpital, patient, santé, territoire. Alors ça a été restauré, mais comme toujours sous Hollande. Vous voyez ce que je veux dire, restauré, pas restauré, quoi. Hein, bon, je ne suis pas rentré dans le détail technique. Bon. La demi-mesure, voilà. La fameuse tarification à l'activité, la fameuse T2A, hein, qui en fait, en gros, généralise les effets pervers du paiement à l'acte en médecine de ville à l'hôpital. On se dit, tant qu'à faire, autant généraliser le plus mauvais mode de financement. D'accord ? Et puis surtout, mise à la diète budgétaire. Hein ? Alors, avec un vrai problème. Et là aussi, j'insiste sur ce point. C'est que, je rappelle que la France, parce que là encore, vous voyez, c'est pour pas être nostalgique, mais quand même, l'hôpital public, c'est un îlot public d'offres de soins dans un océan de privé. D'accord ? J'ai parlé de la médecine libérale, qui se définit comme privée, mais nous avons aussi le secteur de clinique le plus important d'Europe. Alors pour des raisons historiques d'ailleurs, c'est que jusqu'en 1941, en fait jusqu'en 1944, l'hôpital était réservé aux seuls indigents. Et donc en fait on a vu se bâtir à côté de l'hôpital des petites cliniques, souvent artisanales, pour les classes moyennes et supérieures qui ne pouvaient pas aller à l'hôpital. Donc il faut avoir en tête que notre hôpital, c'est un îlot public, alors certes c'est un gros îlot, mais qui a tendance à maigrir, hein, à se faire submerger par des composants privés
de l'offre de soins qui sont de plus en plus travaillées par des logiques marchandes. J'ai parlé de la médecine libérale, je ne vous aurai pas le temps de vous parler de la formation des chaînes de cliniques. Clinique Best, Capio, Général de Santé, etc. Bon. Et alors, la crise de l'hôpital, parce que souvent, vous savez, ça commence à changer dans les discours, hein, pas dans les actes, rassurez-vous. Mais l'hôpital public, c'est le lieu où, en quelque sorte, d'ajustement de tous les dysfonctionnements de l'offre de soins. C'est-à-dire tous les médecins, tous les patients qui n'arrivent pas à se soigner en médecine de ville, soit pour des raisons d'accès géographique, soit d'accessibilité financière, viennent dans les services d'urgence, parce qu'on dit souvent les gens se précipitent dans les services d'urgence. Ils ne se précipitent pas, c'est parce que c'est beaucoup plus simple et moins onéreux, et parfois plus accessible géographiquement, d'aller dans les services d'urgence que de trouver un médecin généraliste ou un ophtalmo qui vous répond « Ah non, on ne prend plus de nouveaux patients », ou même un médecin généraliste « Ah non, on ne prend plus de nouveaux patients ». Donc la raison principale de la crise de l'hôpital, elle n'est pas dans l'hôpital, elle est en amont de l'hôpital. Le fait que nous n'avons pas justement un service public de la médecine de proximité. Nous n'avons pas construit historiquement ça. Et c'est d'abord ça le premier problème du système de santé. Et puis en aval, je ne vous parle pas du médico-social, des EHPAD, etc. C'est-à-dire qu'en fait, vous voyez, l'hôpital embolise, si j'ose dire, par le fait qu'il y a beaucoup de patients qui y arrivent et on n'arrive pas à les sortir, ce qu'on appelle les bed bloqueurs. Bon. Et qu'est-ce qu'on a trouvé à faire pour l'hôpital? Eh bien, c'est de dire on va le mettre à la diète budgétaire alors qu'il doit soigner tous les patients dont les autres compartiments du système de soins ne veulent pas. Bref, c'est d'une logique imparable. Bon. Et enfin, dernier, alors qui est la vraie faiblesse de notre système de santé historiquement, c'est que pour moi, un service public, enfin pour nous, un service public de la santé doit comprendre aussi un service public de la prévention et de la sécurité sanitaire. Alors la sécurité sanitaire, c'est toutes les agences, je n'ai pas le temps d'en parler, mais par exemple éviter les conflits d'intérêts d'industrie pharmaceutique, mais je vous en parlerai demain, dans la NSN, enfin je veux dire les agences de régulation du médicament, la corruption généralisée, étant entendu que, comme dirait l'IGAS, l'influence de l'industrie pharmaceutique n'est pas du tout seulement dans les agences, puisqu'elle la qualifie, l'IGAS, l'Inspection Générale des Affaires Sociales, la qualifie de systémique. C'est-à-dire que, un peu comme le système médiatique est la seconde peau du système néolibéral, l'industrie pharmaceutique est la seconde peau de notre système de santé. Bon. Mais il y a aussi dans la sécurité sanitaire, et on a fait beaucoup de progrès là-dessus, parce qu'on vient de très très loin, par exemple la surveillance épidémiologique, des épidémies, etc. Et je vais surtout parler de la prévention, parce que la prévention, effectivement, c'est toujours pareil, on dit, c'est le parent pauvre de notre système de santé, ça me fait toujours rire, moi, ça. Parent pauvre. Et alors, tous les hommes politiques vont vous dire, on ne fait pas assez de prévention. Alors, vous leur demandez souvent ce qu'ils entendent par prévention. Déjà, ils ne sont pas au clair. Parce que vous pouvez très bien avoir la prévention primaire, secondaire, tertiaire, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais souvent, ils ont une conception très individualiste de la prévention, c'est-à-dire une prévention version dépistage, par exemple. Généralisation du dépistage du cancer du sein, du cancer de la prostate, avec d'ailleurs tous les effets pervers que ça génère, parce que c'est très peu efficace, voire ça génère des opérations mutilantes, ou etc., alors qu'on pouvait éviter... Bon, voilà. Mais en fait, la prévention, il faut surtout l'imaginer collective. C'est-à-dire une action, je reviendrai sur les déterminants sociaux de la santé. Alors, plus les hommes politiques, c'est étonnant ce fait, plus les hommes politiques disent qu'il faut faire de la prévention, plus le budget de la prévention baisse. Et d'une façon générale, si vous voulez savoir ce qu'est la politique de santé en France, en fait, surtout, n'écoutez pas le discours du ministre. Car souvent, c'est strictement l'inverse, dans les faits. C'est-à-dire, quand vous allez voir dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale, c'est l'inverse qui se fait. Je reviendrai sur le virage ambulatoire. Alors j'en viens... donc, il y a eu un détricotage, un peu rampant, il faut le dire un peu... et les Français ont été... Alors je ne dis pas, il y a eu des mobilisations, mais à l'inverse, par exemple, du régime des retraites, du système de retraite, il y a eu moins de mobilisation pour la défense du système de santé, à part les mobilisations de professionnels eux-mêmes.
Mais en fait, on est un peu comme des grenouilles qu'on a mis dans une casserole d'eau froide et dont on monte la température. Vous voyez ? Alors je prends cette image parce que les Grecs, eux, on a fait l'inverse. On a d'abord mis l'eau à ébullition et on a acheté la grenouille. Bon. Donc ça me permet de faire une transition sur la tragédie grecque. Alors, la tragédie grecque, c'est une vraie tragédie, on peut vraiment parler de krach sanitaire. D'ailleurs, le seul exemple avant la Grèce, et on peut dire aussi en fait les pays, les fameux PIGS, hein, comme le disent joliment les Allemands, la Suède, l'Espagne, l'Italie, enfin, tous les pays du sud de l'Europe, en fait, il n'y avait eu qu'un exemple de krach sanitaire de cette ampleur, c'est l'effondrement de l'URSS et le démantèlement du système de santé russe. Là, on avait vu l'espérance de vie, pour la première fois, on avait vu au cours du XXe siècle, l'espérance de vie baisser drastiquement. Alors, violence, alcool, entre autres. Alors, donc, vraiment, il y a une spécificité grecque. Hein. Alors, je sais bien que, comme dirait Juncker, il n'y a pas de démocratie contre les traités européens, hein, mais quand même, ça invite à réfléchir. Et qui relativise d'ailleurs le cas de la France, hein, parce que c'est pour ça que je prenais la métaphore de la grenouille. C'est-à-dire que nous, quand même, quand on dit, il n'y a pas eu de baisse des dépenses de santé, souvent j'entends des gens de gauche fort honorables, pléonasme, dire on assiste à une baisse des dépenses de santé. Ah non, 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 non. Non. En France, il n'y a jamais eu de baisse des dépenses de santé, ni de baisse des dépenses publiques d'assurance maladie. D'accord ? L'ONDAM, ce qu'on appelle l'objectif national des dépenses d'assurance maladie, augmente chaque année, certes à un rythme qui n'est pas suffisant, mais on pourra y revenir. Alors, la période qui a été la plus austéritaire pour le système de santé, si j'ose dire, austéritaire au sens français du terme, c'est-à-dire l'augmentation la plus lente des dépenses de santé, c'est évidemment sous Hollande. Parce que sous Sarkozy, c'était plus élevé, et sous Macron, c'est plus élevé. Donc Hollande s'est distingué, encore une fois, pas seulement par des petites blagues, mais aussi par le fait que c'est lui qui a tenu le plus fermement les dépenses de santé après 2010. Alors il l'a fait, évidemment, dans un contexte européen où on demandait de payer les dettes des banques, les pertes des banques, d'essuyer les pertes par la réduction des déficits publics. Bon. Donc il l'a fait en bon européen qu'il est. Il s'est plié courageusement aux injonctions de Bruxelles. Donc, alors, vous voyez, si on compare à la Grèce, on est dans une toute autre configuration, en Grèce, en Espagne et en Italie, parce que en 2009, la Grèce consacrait 6,8% de son PIB à la santé. Bon, c'est pas énorme, hein, parce que déjà le PIB grec, bon, je dirais qu'ils sont moins nombreux aussi. Mais 6,8%, alors que, en fait, il faut le dire, la moyenne européenne à l'époque, ça devait être 8,5-9%. Bon, donc ils étaient en dessous. Eh bien, en 2015, c'est descendu à 5% du PIB. Ça, c'est une vraie baisse. Vous voyez ? C'est pas une augmentation ralentie des dépenses de santé, c'est une baisse drastique des budgets publics consacrés à la santé. Et ça, c'est inédit. Alors, et là, ça nous a permis de faire une expérimentation grandeur nature, hein, après l'URSS, de qu'est-ce que fait l'austérité à la santé. Alors, je dois faire une petite précision. En soi, c'est pas, alors je vais vous le formuler comme ça, c'est pas la récession économique qui tue, c'est pas la crise économique qui tue. Paradoxalement, la crise économique peut avoir des bienfaits pour la santé. Je vais vous expliquer, ça va paraître bizarre. Mais par contre, ce qui tue, pour reprendre le titre d'un ouvrage qui a fait date, de Stuckler et Basu, c'est l'austérité qui tue. Autrement dit, tout gouvernement
qui baisse les budgets publics de la santé fait une faute politique, morale et sanitaire. Bon. Alors pourquoi la récession économique n'a pas forcément des relations... alors c'est triste, des fois je le dis sous forme de boutade, hein, mais pourquoi la récession économique en elle-même, c'est-à-dire en gros une baisse du PIB ou une quasi-stagnation du PIB n'a pas une conséquence forcément néfaste sur l'état de santé. Alors évidemment, ça, à court terme par exemple, le chômage, à court terme, hein, le chômage peut vous donner davantage de temps pour vous soigner ou pratiquer une activité physique. Bon. Ou le fait d'échapper au travail et à son intensification préserve votre santé. On peut dire au même que la diminution des revenus vous donne moins de fric pour picoler et fumer. Donc, en un sens, une récession économique, ça peut avoir un effet bénéfique sur la santé, mais seulement à court terme. Parce qu'à long terme, l'installation dans un chômage de masse, évidemment, détériore la santé mentale, creuse les inégalités sociales de santé, amène à des renoncements aux soins pour des raisons financières, etc. Donc, il ne faut pas que les hommes politiques ou les décideurs politiques se cachent derrière la récession économique pour ne pas assumer, je pense à Tsipras, pour ne pas assumer leur choix politique. Le choix politique de baisser drastiquement, comme ça a été fait en Grèce, les dépenses de santé, a des conséquences sanitaires dramatiques. Alors, je rappelle quand même quelques chiffres. Ça a été la stratégie du choc, selon Naomi Klein en Grèce, puisque la Troïka exigeait des coupes massives dans le budget du système de santé, 23 milliards d'euros d'économie budgétaire totale en 3 ans, soit 10% de l'économie. Donc le chômage est passé de 7% à 17%, forte augmentation des SDF, notamment de 25% en 12 ans, entre 2009 et 2011, une augmentation du nombre de SDF de 25%. Alors, autant le dire tout de suite, le système grec comme le système de santé français n'était pas parfait au départ. Alors pour ceux qui sont allés en Grèce, c'était... bon, ça avait permis l'amélioration de l'état de santé de la population, mais par exemple, la corruption, les fameuses... Alors, je ne sais pas si vous connaissez les fedaki, les dessous de table. C'était quand même une institution en Grèce. Bon. Donc, le système n'était pas parfait. Mais tout ce qu'on sait, ce qu'on peut dire de ce qui s'est passé en Grèce, c'est la chose suivante. C'est-à-dire que la Troïka est arrivée, son objectif, c'était la réduction de la dépense publique. Le gras, il était notamment dans le système de santé, donc on réduit le budget public pour la santé sans jamais consulter les spécialistes, par exemple, de santé publique. Sans jamais leur demander qu'est-ce que ça va faire à la santé de la population si on fait de tels coupes. Et donc l'objectif du FMI, c'était de maintenir, ce qu'elle a bien réussi d'ailleurs à faire, maintenir le budget de la santé à 6% ou moins du PIB. Je vous rappelle qu'on est arrivé à 5% en 2015. La Troïka a bien travaillé. Elle a bien travaillé. Le FMI avait fixé 6%. On est arrivé à 5% du PIB. Bon. D'un PIB qui se contracte. Donc, double effet qui se coule. C'est en pourcent et en niveau absolu. Et donc, entre 2009 et 2011, par exemple, les budgets de la santé ont été amputés d'un tiers. Coupe massive dans les budgets des hôpitaux et des médicaments. D'accord ? 35 000 postes de médecins et de soignants supprimés. 50 000 Grecs privés de leur insuline. Augmentation de l'infection par HIV de 52%. Et retour, c'est ça la modernité européenne, retour d'épidémies comme le virus du Nil ou la malaria. C'est ça le progrès. Et puis, évidemment, recrudescence des suicides, des pathologies mentales. Et à la fin, parce que, alors je sais que Moscovici a dit que ça allait beaucoup mieux en Grèce. Si c'est Moscovici qui le dit, tout à l'heure on en parlait avec Claire,
si jamais il y a une loi contre les fake news, il faut surtout que les gouvernements et la Commission européenne ne parlent plus. Parce que, comme dirait Lordon, les premiers producteurs de fake news, c'est les gouvernements et la Commission européenne. D'accord ? Alors évidemment, on peut toujours considérer que ça va aller mieux. Il y a un moment où vous êtes tellement au fond du trou qu'il y a un petit rebond, alors ça va beaucoup mieux, quoi. Alors tout de suite, ils jettent dessus comme un SDF sur un sandwich au salami, si j'ose dire, mais sur un bon chiffre. Bon. Donc ça va pas mieux en Grèce. Et d'ailleurs, Stuckler est basu. Alors, ce qui est terrible dans cette affaire, c'est que ce drame aurait dû être évité. Parce que, finalement, non seulement la dette grecque a continué à augmenter, avec la rétraction de l'économie, on a assisté à ce désastre sanitaire, mais surtout, ce désastre sanitaire a empêché le redécollage de la Grèce derrière. En quelque sorte, je déteste ce mot, mais une telle purge infligée au système de protection sociale en général et au système de santé publique en particulier a abîmé considérablement le capital humain qui est nécessaire au redémarrage d'une croissance économique. Et je ne vous parle même pas de l'exode massif des jeunes Grecs diplômés qui sont allés enrichir l'Allemagne. D'accord ? Bon. Et ce qui est terrible, c'est qu'on a un anti-épisode grec. C'est ça l'idée, c'est que c'est l'exemple islandais. L'Islande qui a été frappée de plein fouet par la crise des subprimes, tout simplement parce que son économie, je ne sais pas si vous savez, mais c'était financiarisé gravement dans les années 2000. Hein, après 2008, notamment, alors j'ai les chiffres, vous voyez, entre 2008 et 2010, le PIB a chuté d'1 tiers et le chômage est passé de 3% à 7,6% du PIB. Alors il y a eu un débat sur qu'est-ce qu'on fait chez les... Alors les Islandais, bon c'est un petit pays, c'est clair, hein. Bon. Mais ils aiment bien la démocratie. Donc ils se sont demandé, est-ce qu'on fait appel à l'aide du FMI hein, qui réclamait une diminution de 30% du budget alloué à la santé, ou est-ce qu'on décide de préserver notre système de protection sociale et notre système de santé? Eh bien, ils ont fait le choix de préserver leur système de protection sociale et leur système de santé. Et, alors là, je vous les cite, hein, parce que c'est l'antithèse de la Grèce. Entre 2007 et 2010, le taux de mortalité a continué de baisser dans tout le pays. Le taux de suicide et de dépression, malgré une légère augmentation en 2008, n'a pas augmenté significativement. Mieux, les Islandais se sont perçus en meilleure santé, en raison d'une baisse de la durée de travail et d'une augmentation du temps de loisir. Hein, vous voyez, vous retrouvez sur l'effet ambigu de la récession économique sur la santé. On a la fréquence de la tabagie, de l'alcoolisme, ainsi que des régimes a baissé, enfin, de la tabagie, de l'alcoolisme. Les régimes alimentaires délétères ont baissé aussi. Et en plus, l'économie a redémarré assez vite. Donc, ce que démontre clairement les choix symétriques de l'Islande et de la Grèce, c'est qu'on a infligé à la Grèce une torture économique et un drame sanitaire qui aurait pu être évité. Donc il faut le dire, la Commission européenne, la Troïka, a la responsabilité, ou sur la conscience, si jamais ils en ont une, des milliers de morts évitables. C'est clair. Voilà. On appelle ça un crime de bureau. Ou un crime de bureaucrate. Hein, il n'y a pas d'autres choses à dire. Les principaux défis de notre système de santé, alors vous avez compris qu'il faut toute velléité d'austérité dans la protection sociale et le système de santé est à proscrire. On a des exemples sous les yeux. On a eu en quelque sorte une expérience in concreto et in vivo, à grande échelle. On aurait pu se l'éviter, mais on a l'expérience que l'austérité tue. Les politiques austéritaires tuent. Elles tuent des gens concrets. Alors, je sais bien que vu de Bruxelles, hein, ça ne parle pas trop, ils voient surtout des chiffres, mais ils sont surtout affectés par des chiffres.
Bon. C'est ça qui les met en joie, ou en tristesse. Bon. Mais ça tue. Bon. Alors, une fois qu'on a écarté la politique d'austérité, notre système de santé, est-ce que, je reviens à la France, je vous ai dit, finalement, il faut garder le logiciel de 45, je n'aime pas ce terme logiciel, c'est-à-dire ses principes, universalité, solidarité, démocratie, mais les adapter aux défis du XXIe siècle. D'accord ? Parce que la société française du XXIe siècle, ce n'est pas la société française qui est sortie à genoux, mais qui s'est rétablie après la Seconde Guerre mondiale. Et les défis sont très très nombreux. Très très nombreux. D'abord, et c'est quelque chose sur lequel il faut réfléchir, c'est la pression économique ou le défi économique. Notre système de santé, il a été construit avec une hypothèse forte qui a été confirmée dans les 30 Glorieuses, c'est un taux de croissance très élevé. D'accord ? Donc, en quelque sorte, notre système de santé, il est fait pour une période de vache grasse, avec des taux de croissance du PIB de 7, 8, 9, 10% parfois. Bon. Inutile de vous dire, vous devez y être sensible, que si on revient à des taux de croissance à ceux des 30 Glorieuses, on est cuit au sens propre et figuré. D'accord ? Autrement dit, le principal défi de notre système de santé, c'est comment continuons-nous à financer la santé de manière solidaire, à permettre à chacun d'accéder à une médecine de pointe qui est de plus en plus coûteuse, avec l'impératif écologique, qui justifie, en quelque sorte, une croissance lente, heureusement elle l'est d'ailleurs, ou nulle. Certains parlent même de décroissance. Et évidemment, c'est un défi colossal. Colossal. Alors évidemment, on va dire, oui, mais il y a de l'argent, il y en a, il suffit d'aller le chercher. C'est vrai. Hein, pas celui de Danny Boone, parce qu'il est en France. Mais de ceux qui font les évadés fiscaux, etc. Mais ça ne suffira pas. Ça ne suffira pas. C'est-à-dire qu'il faudra faire des arbitrages entre des dépenses collectives, rivales, comme on dit en économie. Hein. Est-ce qu'on finance plus le logement? Est-ce qu'on construit plus d'hôpitaux? Est-ce qu'on finance la transition écologique, etc. C'est des vrais défis démocratiques. Donc, le défi, je dirais que le principal, on ne le dit jamais comme ça, mais le principal défi pour notre système de santé, c'est le défi économique. Bon. Alors ensuite, le défi démographique. Alors, heureusement, nous avons une population, il paraît que c'est, à part, comment il s'appelait, lui ce génie, c'était un député sarkozyste, je viens tout de suite, député à l'époque, peu importe, Zadig et Voltaire. Lefebvre. Frédéric Lefebvre. Ouais, Frédéric Lefebvre, oui, Frédéric Lefebvre, donc une flèche, avait dit que, contre tout ce qu'on savait, c'est qu'apparemment, le gros problème de la France, c'est qu'elle a une population qui augmente. Il avait dit ça. C'est une première. Hein. Je ne comprends pas qu'il n'ait pas eu le prix Nobel d'économie pour ça. Hein. Parce que, évidemment, par exemple, l'Allemagne se dit, son gros défi à elle, c'est justement une population obèse et vieillissante. Voilà. Alors, ils ont trouvé un moyen, ils ont mis à feu et à sang l'Italie du Sud, comme ça, ils ont permis d'avoir un exode, comme ça leur a permis, en quelque sorte, une sorte de, comment on appelle ça, de perfusion. Bon. Mais non, la population qui augmente, c'est une chance pour un pays, en toute logique. Or, ce qui contribue à l'augmentation des dépenses de santé, c'est l'augmentation de la population et, dans une moindre mesure, le vieillissement. Jusqu'à une période récente, on a surestimé le vieillissement de la population dans l'augmentation des dépenses de santé.
Alors, et là, je suis obligé de le dire, c'est vrai un temps. Parce que pendant très longtemps, en fait, pendant des années, on a vécu plus longtemps en bonne santé. D'accord? Donc, mais il y a un moment, ça s'arrête. Vous voyez? Or, oui, je suis désolé de vous apprendre ça, hein. Comme je dis souvent, 100% d'une classe d'âge est mortelle. Et donc, d'ailleurs, je dis souvent en termes de gag, hein, si vous voulez savoir quand vous allez mourir ou si vous allez mourir, vous faites le graphique de votre consommation de santé. Si ça commence à augmenter de façon exponentielle, c'est que ça sent le sapin. Voilà. C'est ce qu'on appelle une courbe en J. Ça coûte cher au début et à la fin. En gros, dans les 6 derniers mois. Bon. Donc le vieillissement, effectivement, va impacter, les dépenses de santé dans les années à venir. Mais surtout, aussi, à côté du défi écologique, le défi, c'est pour ça qu'on a écrit ce bouquin avec Grimaldi, enfin on a co-dirigé avec Grimaldi, Ben Canet et Didier Tabuteau ce livre, que je vous recommande, il y a tout dedans, c'est la transition épidémiologique. C'est-à-dire que le grand défi de notre système de santé, c'est de s'adapter d'une époque, enfin il a été fait pour des périodes de croissance soutenue, mais aussi à une époque où ce qu'il fallait soigner, c'était des maladies aiguës. Or, nous passons, avec ce qu'on appelle la transition épidémiologique, à des maladies chroniques. Or, c'est vraiment, hein, c'est ce qu'on explique dans ce livre, les maladies chroniques obligent à repenser tout le système de santé, de A à Z. Pourquoi? Parce qu'une maladie chronique, c'est une maladie dont on ne guérit pas, mais que la médecine permet de domestiquer d'une certaine façon sur le long terme. Donc les gens sont malades, d'accord, mais ils n'en meurent pas. Avant l'insuline, on mourait du diabète. Après l'insuline, ça devient une maladie chronique. Même le VIH, le sida, est devenu une maladie chronique. D'accord? Les cancers sont en voie de chronicisation avec l'amélioration des traitements, etc. Alors, hormis que ça coûte très cher de soigner des maladies chroniques, il vaut mieux quelqu'un qui meurt brutalement d'une tuberculose, de Bobby, enfin, si vous voulez, faites un effort pour le système de santé, mourrez brutalement. Hein. Mais quand ça dure, ça coûte cher. D'accord? Mais surtout, ça suppose des prises en charge radicalement différentes. C'est-à-dire que notre système, il a été construit en silo. C'est-à-dire vous aviez la médecine de ville pour les affections bénignes, vous aviez l'hôpital pour les maladies graves, aiguës, mais dont vous ressortiez guéri, la plupart du temps, d'accord? Et après, vous aviez le médico-social, etc. Aujourd'hui, il faut repenser, il faut décloisonner le système. C'est pour ça qu'on appelle ça la troisième médecine, parce qu'il y a la médecine des maladies aiguës bénignes, vous avez la médecine des maladies graves, aiguës graves, et puis vous avez la médecine des maladies chroniques. Et la médecine des maladies chroniques, elle suppose par exemple une très bonne coordination entre la ville et l'hôpital, par exemple. Elle suppose aussi des investissements massifs dans l'éducation thérapeutique des patients. Apprendre aux gens à vivre avec leur maladie. Par exemple, en diabète, en diabétologie, mesurer sa glycémie, adapter son régime alimentaire, etc. Et en un sens, c'est une médecine finalement beaucoup plus riche, parce que, en un sens, il faut prendre en compte non seulement la dimension biologique de la vie, mais il faut aussi en prendre en compte sa dimension biographique. C'est-à-dire qu'il faut ressaisir le patient pas seulement comme un organe, ou un ensemble d'organes, un organisme, mais un ensemble d'organes, avec des lésions qu'il faut réparer, blabla. Un ensemble, qu'est-ce que j'ai dit? C'est pas grave, ça, alors. Bon, c'est pas grave. Mais un ensemble d'organes, on va dire.
voilà. Mais on appelle ça la clinique. Mais il faut prendre en compte la dimension psychologique, la dimension sociale, parfois même la dimension culturelle. Et donc, aussi. Mais, donc, vous voyez, c'est une médecine intégrée, la médecine des maladies chroniques. En quelque sorte, on soigne la dimension biologique, mais il faut aussi prendre en charge la dimension biographique. Et ça suppose, par exemple, un travail en équipe pluriprofessionnelle, avec non seulement des médecins, des infirmières, mais aussi des travailleurs sociaux, des spécialistes d'éducation thérapeutique, etc., etc. Donc ça oblige à repenser complètement ce qu'est le travail médical, ce qu'est le parcours de soins. Et notre système n'a pas été construit pour ça. Donc si on ne le change pas, ça, alors notre système va être frappé d'obsolescence. C'est-à-dire que petit à petit, les principes d'égalité, de solidarité et de démocratie, mais surtout d'égalité, vont se déliter comme ça, parce que par inadaptation, si j'ose dire, par obsolescence, parce qu'un système de santé doit sans arrêt s'adapter aux transformations de son environnement. Donc, après le défi, je dirais le défi écologique, le défi des maladies chroniques, c'est un des principaux. Et ils sont liés. Ils sont liés. Parce que, comme dit André Cicolella, qui s'intéresse, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un toxicologue, André Cicolella montre qu'une partie de l'explosion des maladies chroniques est liée à la dégradation de l'environnement et à des pollutions. Donc vous voyez bien que... Et ces questions-là, on ne se les posait pas en 1945. Pardon? Ça fait 20 ans qu'on le sait. Oui, non mais ça fait 20 ans qu'on le sait. Mais en 1945, on ne le savait pas. Donc quand on a construit notre système de santé, qui finalement reste en l'état pour l'instant, eh bien, on n'avait pas ces données en tête. Alors, il y a aussi le défi des technologies. Alors, je ne peux pas rentrer dans tout ça, mais d'abord, le défi des technologies, vous en parlerez demain avec le médicament, mais par exemple, c'est un des défis, c'est l'explosion des médicaments dits ciblés, ou de la médecine dite personnalisée. Alors, il y a beaucoup de blabla autour de ça. Alors, c'est toujours pareil, moi je me méfie, je suis plutôt technophobe. Hein, j'ai un rapport pas du tout fasciné aux technologies, sauf les gadgets. Alors que nos élites sont frappées d'une maladie particulière qui est la technolatrie. La technolatrie, c'est-à-dire que si c'est nouveau, c'est bien. Hein? Or, comme dirait Michéa, tout pas en avant n'est pas forcément un pas dans la bonne direction. D'accord? Et en gros, n'est pas un progrès. Bon. Vous savez, derrière ces nouvelles technologies, il y a des industries, il y a des intérêts privés qui vendent qui vont vendre très cher aux hôpitaux des gadgets, comme le robot chirurgical. Alors, évidemment, je caricature un peu, ça peut servir, mais ce n'est pas l'alpha et l'oméga du système de santé que de se doter de robots chirurgicaux. Vous voyez? Bon. Pareil, on pourrait revenir sur la télémédecine, tout ça, enfin, ce rapport complètement naïf, je veux dire, qui a été démenti par 50 années de travaux en sociologie, de l'innovation et des techniques, de dire que, parce qu'une technique existe, elle va se diffuser, et puis finalement, on va résoudre tous les problèmes, par exemple les déserts médicaux, grâce à la télémédecine. Bon. Eh bien, je n'ai pas le temps de développer, mais quand vous creusez un peu le sujet, non, ça va être beaucoup plus compliqué. Notamment parce que les personnes qui habitent dans les déserts médicaux sont souvent des personnes âgées, qui aiment bien avoir un rapport direct avec leur médecin, et dont certains ne sont pas totalement accoutumés à l'usage d'Internet, voire ne font pas confiance à Internet, sans aller jusqu'à Daniel Blake, qui fait marcher sa souris sur l'écran. Et puis, non, par contre, ce qui est particulièrement embêtant avec le progrès technologique, c'est l'explosion
du coût des innovations technologiques, des innovations médicamenteuses. Alors, j'ai plus les chiffres en tête, hein, mais par exemple, le Sovaldi, alors, je ne sais pas, Patrick peut-être s'en souvient, mais où les anticancéreuses sont en train de faire exploser la banque. Exploser la banque. Parce qu'on sort, d'abord, disons-le tout de suite, la pharmacie, l'industrie pharmaceutique n'invente plus grand-chose. Les principales innovations pharmaceutiques, elles ont eu lieu avant les années 70. Au mieux, aujourd'hui, on a une amélioration à la marge des médicaments. Mais surtout, on est sorti du règne des blockbusters. C'est-à-dire, en gros, vous savez, le médicament, alors j'ai plus les chiffres en tête, c'est qui génère, je crois, plus d'1 milliard de dollars, quelque chose de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, on quitte, en fait, en gros, la vente d'un médicament en masse vers des médicaments ciblés, notamment, par exemple, selon le profil génétique des patients. Or, ces médicaments-là voient leur coût, alors on pourrait en discuter, est-ce que c'est légitime, pas légitime, pour moi ça ne l'est pas, mais enfin bon, on voit leur coût exploser. Et donc, mon ami Jean-Paul Vermand, qui est hématologue à la Pitié-Salpêtrière et qui a rédigé le plan cancer, le dernier plan cancer, est particulièrement alarmé de l'explosion du prix des anticancéreux, hein, avec des stratégies des labos pharmaceutiques de chantage honteux. Hein. Soit vous acceptez le prix que je vous propose, soit nous ne diffusons pas le médicament. Alors évidemment, on dira, on fera savoir qu'on le vend en Allemagne, et puis on fera bien savoir aux patients qu'il y a une perte de chance. Hein, bon. Donc avec des phénomènes de chantage comme ça, et donc là il y a quelque chose de vraiment inquiétant. Alors je pourrais parler évidemment du défi social avec l'aggravation des inégalités socio-économiques et territoriales de santé qui ont des implications pour les systèmes de santé, les pressions culturelles, notamment la progression de l'individualisme aussi, une certaine fatigue de la compassion, une préférence pour l'inégalité qui a tendance à se répandre en France, etc. Oui, parce qu'en France, on est très fort pour proclamer des grands principes républicains, qu'aujourd'hui, c'est un truc énervant, c'est que tout le monde a le mot république à la bouche. La République, la République, la République, républicain, alors souvent dans son acception conservatrice. D'accord, hein, pas l'acception 2 février 1848. Hein, pas la République sociale et révolutionnaire. Hein, non, la République de l'ordre. De l'ordre. Bon, voilà, c'est ça. La République de tiers, des Versaillais. Bon, pas des communards. Bon. Donc tout le monde a des principes républicains, l'égalité, l'égalité, l'égalité. Mais enfin, quand vous regardez ce qui se passe dans les grands services publics, c'est en fait le développement à bas bruit des inégalités, hein, et une préférence larvée pour des formes d'inégalité. Alors, si on sort de la santé, par exemple, le contournement de la carte scolaire, qui est devenu un sport national, hein, avec des phénomènes de ségrégation scolaire de plus en plus répandus, et le système de santé, c'est pareil. Oui. Bon. Donc, vous voyez, tous ces défis à relever, c'est quelque chose de colossal. C'est quelque chose de colossal. Alors, on pourrait discuter des solutions, évidemment. Alors, en fait, les solutions, globalement, on les a, quoi. Je veux dire, on a des tonnes, moi j'en connais plein, hein. Enfin, je veux dire, des gens qui travaillent, qui font des propositions concrètes, que ça soit en prévention, santé publique, lutte contre les inégalités sociales de santé, c'est-à-dire les inégalités devant la maladie et la mort, avec des expérimentations. Je pense à mon collègue Thierry Lang à Toulouse, et président du comité du Haut Conseil de la santé publique, pour du groupe Inégalité sociale de santé au Conseil de la santé publique, jusqu'aux propositions du manifeste santé égalitaire et solidaire, plus partout. Des propositions, il y en a plein. Il y en a plein. Il ne faut pas dire qu'il faut... Donc, là, plutôt, il y a même un trop plein. D'accord? Par contre, le défi, donc, est moins intellectuel que politique. C'est-à-dire, en quelque sorte, d'abord, dessiner un plan pour la santé qui soit... Alors oui, il y a une posture aussi que je pense au Forum social local, il faut éviter. C'est
IACA. D'accord? Alors par exemple, j'ai entendu plein de fois, plein de choses, hein, je veux dire. IACA, alors je faisais ça parce que j'ai été, donc je vous dis, j'ai fait mon coming out, j'ai été orateur national santé pendant la campagne de 2017, pour Mélenchon. Bon. Donc j'ai élaboré le programme santé avec un ami, Simon, Igas et Rida Cherchanin. Et donc j'ai fait plein de meetings comme ça, partout en France. C'est épuisant. Alors j'ai entendu des choses. Il n'y a qu'à, exemple, nationaliser les labos pharmaceutiques. Bon, déjà, avec quel argent? Mais surtout, pourquoi les nationaliser, aller racheter des pommes pourries? Par exemple. Je veux dire, il y en a qui seraient trop contents de vendre un labo pourri à la collectivité publique, alors qu'il n'y a rien comme innovation dans leur tuyau. Bon, alors voilà, il n'y a qu'à nationaliser, c'est tout simple, vous voyez, en quelque sorte, toujours revenir à des formes de réflexes qu'on a eu en 1945, il n'y a qu'à nationaliser. Alors par exemple, aussi, j'ai entendu, il n'y a qu'à supprimer les agences régionales de santé. Il n'y a qu'à. Alors qu'est-ce que vous mettez à la place? Vous voulez en revenir à l'avant, c'est-à-dire à un moment où, en fait, comment vous dire, l'administration de la santé, les services de l'assurance maladie, chacun faisait son petit bordel dans son coin, sans se parler. Ça ne me paraît pas, à l'heure des maladies chroniques, où il faut décloisonner la ville, l'hôpital et le médico-social, ça ne me paraît pas être vraiment une bonne idée que d'en revenir à une conception balkanisée de l'administration de la santé. Bon, il n'y a qu'à supprimer la T2A. D'accord. Pour faire quoi? On met quoi à la place? Moi, je suis toujours d'accord avec ça. Il n'y a qu'à supprimer la T2A. Ben, on met quoi à la place? Alors, il n'y a qu'à en revenir au budget global. Sauf que les gens ont oublié que le budget global, c'est-à-dire le financement des hôpitaux par dotation globale, personne n'en voulait. Pour une raison simple. Hein. C'est que la dotation globale, c'est un mode de financement très intéressant qui fait la chose suivante. D'abord, elle fige les inégalités entre les hôpitaux de dotation, mais en plus, elle récompense les mauvais. C'est-à-dire, comme votre dotation globale est reconduite d'année en année, moyennant une augmentation légère, ben, les hôpitaux qui perdent des patients sont de plus en plus à l'aise financièrement. Et les hôpitaux qui récupèrent les patients parce qu'ils sont bien organisés, ils ont des médecins compétents, c'était bien organisé, eux, ils étouffent budgétairement. Génial comme système, non? Bon. Donc, oui, il n'y a qu'à... Alors évidemment, je suis un des premiers détracteurs de la T2A. Alors. Bon. Mais il n'y a qu'à supprimer la T2A, ça ne suffit pas. Il n'y a qu'à faire de la prévention. Bon. Ou alors, mais alors laquelle de prévention? Et quand vous... Ce que je cherche à vous dire, c'est que le diable est dans les détails. Le diable est dans les détails. C'est-à-dire, c'est en sens où je vous disais, la réaction n'est pas une politique. Revenir en arrière, c'est pas une politique. Voilà. Refonder notre système de santé pour réaffirmer ses principes constitutifs de 1945, oui, ça c'est une politique, ça c'est un cas. Mais il n'y a qu'à revenir comme avant, non, ça ne marche pas, ça. Ça marche pas. Et puis alors, j'en finis là, il n'y a qu'à restaurer la démocratie sociale d'après-guerre, parce que je vous ai dit qu'il y avait trois principes, l'universalité, la solidarité et la démocratie. Alors c'est là, vous voyez, c'est typiquement... moi, souvent, je dis que c'est une paresse intellectuelle, en fait, ça. Bon, alors, il y a tout un débat sur le financement. Alors, rassurez-vous, je le connais par cœur. Hein. Il y a forcément des friotistes dans la salle. Des partisans de Bernard Friot. Donc, la cotisation sociale, la CSG, bon, c'est un débat qui m'a paru toujours sibyllin. Hein. Vous voyez, qui m'a paru sibyllin. Alors, c'est très simple. Moi, j'adore les travaux de Friot, hein, soyons clairs, mais si vous voulez, pendant qu'on les partisans de la CSG et les partisans de la cotisation sociale se foutent ça sur la gueule, pendant ce temps-là, on voyait augmenter le financement privé par les complémentaires santé et par les malades. Donc, déjà qu'on restaurerait le financement public, ce serait déjà bien. Alors après, on va dire si c'est par cotisation sociale, moi je suis d'accord, hein, par cotisation sociale, par CSG, peu importe.
Mais je ne vois pas pourquoi, à l'heure où justement les politiques... Enfin, moi je comprends qu'en 1945, quand la sécurité sociale versait surtout des indemnités journalières, c'est-à-dire en quelque sorte du salaire socialisé, je comprends très bien qu'on ait confié la sécurité sociale, surtout aussi pour des raisons politiques, aux syndicats. Mais à l'heure où les défis que je vous ai mentionnés, le défi écologique, le défi des maladies chroniques, donc le défi de la santé environnementale, mais aussi le fait que, par exemple, le niveau éducatif a explosé entre 1945 et aujourd'hui, ce qui transforme radicalement le rapport des gens à la santé, à la maladie et à la médecine. J'ai du mal à comprendre pourquoi il faudrait restaurer cette forme de démocratie-là. Alors je ne dis pas que les syndicats n'ont plus leur place à avoir dans, je dirais, la gouvernance, je déteste le mot, du système de santé, mais autant avec les collectivités territoriales, autant que les associations environnementales, autant que plein d'acteurs, dits de la société civile, là aussi je déteste ce mot, mais et qui, en fait, en quelque sorte, justement, incarne le fait que la santé n'est plus réductible aux soins et encore moins aux indemnités journalières. Et je trouve que, sur tout ce qui est réorganisation de l'offre de soins, on a des idées assez claires sur ce qu'il faudrait faire. Alors je dis intellectuellement, parce que politiquement, il va falloir du courage pour le faire. C'est-à-dire se prendre bille en tête les syndicats de médecins libéraux. Pour l'instant, j'en ai pas vu un oser le faire. D'accord ? Bon. Par exemple, ou l'industrie pharmaceutique, ou tout ce que vous voulez, hein, pour tous les intérêts privés qui contribuent à déliter la solidarité dans notre système de santé. Autant sur l'invention de nouvelles formes démocratiques en santé, hormis, alors je dis ça pour ne pas faire de la peine à Didier Tabuteau, donc, qui est l'inventeur du concept de démocratie sanitaire, parce que ça c'est un beau mot, démocratie sanitaire. Vous voyez ? Mais si la démocratie sanitaire, c'est donner des strapontins à des représentants d'usagers et de patients professionnels, hein, soyons clairs. C'est-à-dire qu'on a vu se former en France un ensemble de professionnels de la représentation des usagers. Donc des gens qui vivent, comme disait Max Weber, de et pour la représentation des usagers, et qui parfois en vivent très très bien. Je pense à quelques noms. Comme c'est filmé, je ne dirai rien. Bon. Si c'est ça la démocratie sanitaire, bof. Alors bon, ça donne des fromages à quelques-uns. Bon, qui regardent passer les trains. Parce que notre système de santé est de plus en plus vertical et autoritaire. Évidemment, en période budgétaire, de toute façon, la démocratie, on sent que c'est pas très compatible. Et donc, inventer de nouvelles formes démocratiques dans notre système de santé, eh bien, là, tout est à faire. Alors, soit, effectivement, on peut restaurer des formes élargies. La santé, ça peut passer dans la démocratie, dans les centres de santé. Par exemple, ça peut penser, vous voyez, puisqu'on sort du cabinet individuel, dans les centres de santé, comment on peut organiser pour faire de la santé dite communautaire. Alors, même si je peux discuter des termes, mais en tout cas, elle est là aussi, la démocratie inventée. Si on garde des caisses de sécurité sociale, c'est pas mon option. Mais si on garde des caisses, ou une caisse unique de sécurité sociale, qui on met autour de la table? Comment on articule la démocratie au niveau national et au niveau local, entre caisse locale et caisse nationale? Ou alors, si on décide d'être vers un système plus étatisé, eh bien, où on met la démocratie, je dirais, sanitaire, en région, en département, au niveau infradépartemental, etc., etc. Et là, pour le coup, je trouve qu'il y a une grande pauvreté, enfin, pour bien connaître quand même la littérature sur ce sujet, je trouve qu'il y a une grande pauvreté sur le sujet, sur l'idée de comment on réinvente la démocratie dans un système de santé qui est appelé à se transformer radicalement et espérons dans un sens progressiste dans les années à venir. Merci beaucoup.